Ce week-end, le monde a été témoin de l'une des missions de sauvetage en temps de guerre les plus audacieuses de ces dernières années, après qu'un avion de guerre américain a été abattu en plein territoire iranien. Alors que les équipes de recherche et sauvetage au combat et les forces spéciales ratissaient le territoire iranien, le compte à rebours menait à une attaque majeure pouvant initier une nouvelle phase du conflit avec des frappes américaines et israéliennes sur les infrastructures énergétiques iraniennes dès ce soir. Parallèlement, les alliés de l'Iran poussent le pays à accepter une proposition de cessez-le-feu pakistanaise pour mettre fin rapidement au conflit. Ce conflit pourrait radicalement évoluer dans les 48 prochaines heures, passons donc au sujet principal. Au début de l'épisode d'aujourd'hui, il est particulièrement important d'inclure une mise en garde. Cet épisode est à jour au mieux de nos connaissances et de nos capacités au début de la journée du mardi 7 avril heure locale en Iran. Nous avons évoqué cette question de timing pour deux raisons, que nous aborderons plus tard dans l'épisode. D'abord, les États-Unis et l'Iran ont reçu une proposition de cessez-le-feu du Pakistan, soutenue par les principaux alliés de l'Iran, la Russie et la Chine. Deuxièmement, aujourd'hui est aussi le jour où le président américain Donald Trump a promis une escalade majeure contre l'Iran dans un message sur les réseaux sociaux que nous devons absolument vous lire directement. Je cite « Mardi sera le jour des centrales électriques et des ponts, tout en un. En Iran, il n'y aura rien de comparable. » 3 points d'exclamation. Ouvrez le détroit, bande de fous, où vous vivrez en enfer. Regardez bien. Tout en majuscule. Louange à Allah, le président Donald J. Trump. Nous prévoyons une journée d'actualité chargée aujourd'hui, entre l'accord de cesser le feu, la promesse de Trump d'intensifier les bombardements, ou peut-être les deux, à la fois dans cette période exceptionnelle. Nous reviendrons ici pour discuter de tout développement majeur dès qu'il aura lieu. Aujourd'hui, cependant, nous aimerions commencer par l'histoire qui a fait la une des journaux du monde entier tout le week-end, l'opération américaine visant à secourir les 2 membres d'équipage d'un F-15E Strike Eagle, après qu'il a été abattu au-dessus du territoire ennemi dans le sud-ouest de l'Iran vendredi dernier. Bien que de nombreux détails de l'opération de sauvetage restent confidentiels et que certains ne seront probablement jamais rendus publics, il existe désormais suffisamment de fragments d'informations et de témoignages d'initiés pour reconstituer une image claire de ce qui s'est passé. Donald Trump a déclaré lundi qu'un F-15 avait été touché par un missile solaire portatif. Le pilote et l'officier des systèmes d'armes se sont éjectés alors que l'appareil s'écrasait. Sous leur parachute, portés par le vent, les 2 hommes ont été séparés et signalés blessés. Le pilote a été récupéré rapidement par les forces américaines avant la fin de la journée de vendredi, mais l'officier des systèmes d'armes, ou WSO, ne l'a pas été. Malgré de graves blessures, le WSO américain aurait fui le site où son siège éjectable avait atterri avant l'arrivée des équipes de recherche iraniennes pour le capturer. Coincé dans une région reculée et accidentée du pays, le WSO a fait l'objet d'intenses recherches par Washington et l'Iran. Le gouvernement iranien a promis une importante récompense, environ 66 000 $ américains, à quiconque retrouverait les aviateurs vivants. Armé d'un pistolet et équipé d'une balise de détresse pour transmettre de brefs rapports sur sa situation, le WSO s'efforça de mettre rapidement de la distance entre lui et le site du crash, finissant par gravir une haute crête. Selon les médias américains, le WSO a finalement trouvé une crevasse bien cachée dans la montagne et s'y est glissé, ne diffusant que très rarement afin d'empêcher l'Iran de trianguler sa position. Les États-Unis ont reçu ce signal, mais n'ont pu intervenir qu'après de longues heures de recherche à basse altitude par des équipes et des aéronefs de recherche et sauvetage au combat. Des images vidéo d'Iran montraient des avions de combat américains, des avions citernes et des hélicoptères volant à basse altitude, à portée des tirs anti-aériens et même des armes légères des forces terrestres iraniennes. À cause des recherches, les États-Unis ont subi des dommages sur plusieurs autres appareils, y compris un avion d'attaque ADIX qui a dû être abandonné au-dessus d'un territoire allié après avoir été touché au-dessus de l'Iran et avoir réussi à regagner péniblement le golfe Persique. Pour empêcher l'Iran d'atteindre en premier l'officier des systèmes d'armes isolés, la CIA américaine aurait mené plusieurs campagnes de désinformation simultanées, affirmant à la fois que les aviateurs avaient déjà été localisés et secourus, et créant l'impression que des opérations de recherche américaines se déroulaient dans d'autres zones. Pendant que les unités de commando se préparaient à une extraction, des drones d'attaque américains patrouillaient au-dessus et menèrent plusieurs frappes aériennes contre des Iraniens près de la position des aviateurs isolés. Finalement, les États-Unis ont organisé une tentative de sauvetage en utilisant jusqu'à 150 avions à voilure fixe et hélicoptères. Les forces américaines ont d'abord établi une zone de rassemblement en Iran, capturant un aérodrome pour soutenir des opérations plus profondes dans le pays. Ce site a été géolocalisé près d'Ispahan, une zone sensible où l'armée iranienne était connue pour avoir établi une présence importante avant le début de la guerre.
En approche avec des centaines de membres des forces spéciales, les forces américaines auraient masqué leur avancée par des frappes aériennes coordonnées avec l'officier isolé depuis son poste d'observation à environ 2100 mètres d'altitude, soit 7000 pieds à Mount Les Navy Seals devaient extraire l'officier des systèmes d'armes de sa cachette et évacuer l'équipe de sauvetage avec des hélicoptères Black Hawk et des avions C-130 à décollage et atterrissage court. Cependant, ces appareils ont été abandonnés après que le train d'atterrissage des C-130 se soit enlisé dans la boue. À la place, les forces américaines ont été exfiltrées avec l'aide d'une équipe de secours, arrivée à bord d'avions C-295 hautement modifiés et secrets, dont le rôle opérationnel n'est que rarement reconnu. Les États-Unis ont détruit les appareils sur la piste pour éviter que leur technologie n'aille aux Iraniens, tandis que Téhéran affirme que ses forces ont détruit les avions et empêché Washington de fuir l'aérodrome abandonné. Des responsables américains anonymes affirment que cette extraction était l'une des plus complexes de l'histoire des opérations spéciales américaines. Avec les 2 aviateurs américains secourus, Washington a réussi de justesse à éviter une crise des otages au cours de laquelle un survivant américain captif aurait pu être utilisé par l'Iran pour obtenir des conditions de paix favorables ou servir d'instrument de propagande pour le régime iranien. Alors que la guerre contre l'Iran est déjà très impopulaire aux États-Unis selon les sondages, un prisonnier de guerre américain détenu par l'Iran aurait pu, en théorie, renforcer le soutien pour son retour. Mais il est plus probable que cela accentue la colère face aux risques encourus par les soldats américains. Washington a présenté cette extraction réussie comme une démonstration de la puissance aérienne américaine, citant Donald Trump sur les réseaux sociaux. Encore une fois, le fait que nous ayons pu mener à bien ces 2 opérations sans qu'aucun Américain ne soit tué ou même blessé. Cela prouve une fois de plus que nous avons atteint une domination et une supériorité aérienne écrasantes dans le ciel iranien. Maintenant, en termes pratiques, l'extraction a coûté aux États-Unis plusieurs centaines de millions de dollars au minimum, étant donné que les 2 avions C-130 modifiés détruits en Iran étaient évalués à plus de 100 millions de dollars chacun. Cependant, ces coûts pourraient être acceptables pour Washington dans les circonstances. Aucun membre du personnel américain n'a été blessé ou tué lors de l'opération de récupération. Maintenant, avant de passer aux nouvelles concernant le conflit en Iran, nous aimerions prendre un moment pour parler de Frontstoco, le site premium de notre équipe, notre média d'actualité écrite et votre référence pour l'analyse des conflits mondiaux. Sur Front, notre équipe collabore avec des journalistes primés et des experts pour offrir des analyses sur les guerres, zones sensibles et la géopolitique mondiale. Chaque semaine, nous offrons des épisodes vidéo exclusifs et notre salle de briefing, ainsi qu'une sélection du samedi de sujets peu médiatisés du monde entier. Sur Warfront, nous offrons chaque semaine des contenus gratuits, dont notre newsletter bi-hebdomadaire sur les conflits mondiaux, Warfront Hebdo. Le mieux, c'est que Warfront coûte seulement quelques dollars par mois, ou 50 par an. Visitez le site et abonnez-vous si vous voulez. Maintenant, retour à l'Iran. Si l'opération de sauvetage américaine en Iran a fait la une ce week-end, d'autres événements importants ont marqué le conflit. Compte tenu de ce que l'on ne peut qualifier que de flot ininterrompu de nouvelles déprimantes depuis le début de la guerre, ou même depuis le début de cette année, nous allons commencer avec une touche d'optimisme. Aux premières heures de lundi matin, le Pakistan a présenté un cadre de cessez-le-feu à la fois à l'Iran et aux États-Unis après ce qui semble avoir été quelques heures très intenses de négociations en coulisses. Ce cadre instaurerait un cessez-le-feu temporaire immédiatement s'il peut être accepté à la fois par l'Iran et les États-Unis, ouvrant la voie à un accord de paix plus global qui entrerait en vigueur au bout de 15 à 20 jours. La proposition a été élaborée par le Pakistan, le vice-président américain J.D. Vance et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, selon une source anonyme s'exprimant auprès de Reuters. Malheureusement, l'Iran a rejeté la proposition de cesser le feu en seulement quelques heures, transmettant une réponse qui demande essentiellement aux négociateurs soit de mettre fin à la guerre de façon permanente, soit de se retirer. Les médias d'État iraniens ont décrit une série de revendications essentielles pour une paix plus durable, notamment la fin des conflits au Moyen-Orient, la levée des sanctions contre l'Iran et une aide directe à la reconstruction iranienne, sans aucune mention d'un changement de régime en Iran. Ces conditions étant inacceptables pour les États-Unis, la proposition du Pakistan, malgré son élan, nécessitera encore beaucoup de travail avant un accord entre les 2 parties. Donald Trump a confirmé lundi aux journalistes « Ils ont fait une proposition importante, c'est une étape significative. » Ce n'est pas suffisant. Selon certaines sources, la Russie et la Chine souhaitent que l'Iran accepte un cessez-le-feu temporaire, laissant entrevoir une possible percée dans les prochains jours. L'Iran reste publiquement sceptique sur des négociations avec les États-Unis sans garantie solide contre de futures attaques. L'Iran a déjà subi 2 attaques des États-Unis lors de négociations de paix au cours des 12 derniers mois.
Selon Axios, les responsables iraniens ont déclaré aux médiateurs ne pas vouloir d'une situation comme à Gaza ou au Liban, avec un cessez-le-feu théorique mais où les États-Unis et Israël peuvent reprendre les attaques à tout moment. Pendant les négociations de cessez-le-feu, Donald Trump a proféré des menaces apocalyptiques via un message sur les réseaux sociaux évoqué au début de l'épisode. Donald Trump affirme que l'Iran doit rouvrir le détroit d'Ormuz avant ce soir à 20h heure de la côte Est, jour de diffusion de cet épisode. Donald Trump menace de frapper des ponts, des centrales électriques et d'autres cibles à double usage soutenant l'effort de guerre iranien, mais de nature civile. La menace de Donald Trump a suscité de fortes critiques à Washington et dans le monde, certains estimant qu'une telle campagne serait un crime de guerre. Donald Trump paraît déterminé à poursuivre ou à menacer de frappe, déclarant lundi que « tout le pays pourrait être anéanti en une seule nuit, peut-être dès demain soir ». Selon Donald Trump, l'attaque prendra au total 4 heures. Je le cite à nouveau, « Nous avons un plan grâce à la puissance de notre armée ». Où chaque pont en Iran sera détruit d'ici demain soir à minuit, où chaque centrale électrique en Iran sera hors service, en feu, explosera et ne pourra plus jamais être utilisée. Fin de citation. Lundi, Israël a soutenu la menace de Donald Trump par des actes concrets. Ce jour-là, des avions de chasse israéliens ont attaqué une installation pétrochimique liée au champ de gaz South Paz en Iran, qui fournit la majeure partie de l'énergie utilisée en Iran. Lors de la dernière attaque contre South Paz, l'Iran a gravement endommagé une installation de GNL au Qatar et frappé d'autres cibles stratégiques, ce qui a fortement intensifié le conflit. Cette fois, Israël a frappé l'installation qui traite le gaz naturel de South Paz, non pas pour l'usage propre de l'Iran, mais à diverses fins d'exportation. L'installation est responsable d'environ 85% de toutes les exportations pétrochimiques iraniennes et d'environ la moitié de la production pétrochimique iranienne. L'armée israélienne a aussi frappé une seconde usine de traitement, remplissant une fonction similaire dans le sud-ouest du Khouzestan. Le ministre de la Défense israélien a qualifié les deux frappes de coups économiques sévères pour l'Iran. Dans la nuit de lundi à mardi, l'Iran a riposté avec une importante attaque de drones et de missiles contre les troupes américaines sur la base aérienne Ali al-Salam au Koweït, où 15 soldats américains auraient été blessés. L'Iran a aussi frappé un complexe industriel en Arabie Saoudite, causant au moins un impact direct. En Iran, Israël a tué le chef du renseignement des gardiens de la Révolution lors d'une frappe confirmée par les médias d'État. Cette frappe a éliminé le chef des opérations clandestines des gardiens de la Révolution au sein de la force Quds, chargée des opérations asymétriques et non conventionnelles de l'Iran à l'étranger. Fox News a rapporté lundi que les États-Unis ont frappé une installation de commandement iranienne souterraine à Téhéran avec ses bombes Massive Ordnance Penetrator, alors que l'Iran cherchait des aviateurs américains bloqués ce week-end. Israël a rapporté des frappes sur 3 importants aérodromes près de Téhéran et une attaque aérienne sur le campus de l'université de technologie Sharif, l'une des plus renommées d'Iran. Une installation pétrolière près de Shiraz a aussi été bombardée. Vendredi, Benyamin Netanyahou a déclaré que l'économie iranienne a été touchée, les frappes israéliennes ayant détruit environ 70% de la capacité de production d'acier de l'Iran après plusieurs séries de frappes conjointes avec les États-Unis la semaine dernière. Les 2 principales usines sidérurgiques d'Iran annoncent pendant plusieurs mois pour se reconstruire et reprendre la production. Comme souvent, la campagne des États-Unis et d'Israël contre l'Iran n'est pas unilatérale, les attaques de missiles et drones iraniens frappent toujours la région. En Israël, une frappe de missiles iranienne a tué 4 personnes à Haïfa, tandis que le Hezbollah au Liban a publié des images montrant l'utilisation de drones contre les forces israéliennes. Ce week-end, les forces de défense israéliennes ont estimé que le Hezbollah pourrait tirer 200 roquettes et drones par jour sur Israël durant 5 mois. Israël a continué d'étendre son invasion terrestre du Liban en réponse. De l'autre côté du golfe Persique, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis ont chacun signalé l'interception de vagues de drones et de missiles iraniens. Dans la nuit de dimanche, le Koweït a subi de graves dommages à 2 usines de dessalement, tandis que plusieurs usines de traitement du minerai ont été touchées à travers le Koweït et Bahreïn. De nouvelles images satellites prises dimanche montrent de grands incendies en cours sur 3 sites pétroliers et gaziers majeurs des Émirats, dont un brûle sans interruption depuis plus d'1 semaine. Vendredi, Reuters a rapporté que, selon des sources anonymes, la communauté du renseignement américaine ne s'attend pas à ce que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz de sitôt. L'Iran veut plutôt renforcer son contrôle sur le détroit pour augmenter les prix de l'énergie, faire pression sur Washington à court terme et accroître sa puissance géopolitique à long terme. Même malgré la campagne continue des États-Unis et d'Israël, le succès persistant de Téhéran dans ses frappes à longue portée suggère que le régime est loin de s'effondrer.
Vendredi, le New York Times a indiqué que l'Iran avait pu rapidement remettre en service ses silos à missiles et bunkers souterrains frappés par des bombes américaines ou israéliennes, souvent en quelques heures. Soulignant la résilience de l'infrastructure de lancement de missiles de l'Iran lance désormais plus de missiles et drones par jour qu'il y a 2 semaines. Lundi, ABC News Australie a rapporté que l'Iran utilise des images satellites détaillées de la société chinoise Mizar Vision pour cibler les forces américaines et alliées au Moyen-Orient. Parfois seulement quelques heures après, Mizar Vision publie de nouvelles images sur son compte Weibo. Sur une note beaucoup plus sombre, un rapport de Human Rights Watch publié fin mars a révélé que l'Iran mène également une campagne de recrutement d'enfants soldats, y compris des enfants âgés d'à peine 12 ans, que l'Iran implore de se porter volontaires pour défendre leur patrie. Par ailleurs, dans un rapport surprise provenant d'une source habituellement non impliquée dans le journalisme de conflit, la société new-yorkaise Citrini Research a allégué que, malgré les rapports publics et les données de transpondeurs traçables, environ 15 navires par jour transitent secrètement par le détroit d'Ormuz. Selon ce rapport, basé sur l'observation directe d'un analyste envoyé à Oman. Des transporteurs maritimes mondiaux falsifient la position des navires ou coupent les transpondeurs pour masquer les traversées du détroit. Elles ont probablement été réalisées avec l'accord sélectif du gouvernement iranien après paiement de frais. Le rapport, bien que non concluant, suggère une situation très différente dans le golfe Persique de ce qu'on comprend actuellement. Enfin, il ne faut pas omettre un rapport publié lundi par l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, confirmant des impacts récents de munitions près de la centrale nucléaire de Bachir en Iran. Là-bas, des représentants de l'AIEA ont confirmé une frappe à moins de 75 mètres du périmètre de l'installation, bien que le site n'ait pas été endommagé. Confirmant la menace perçue contre Bachir, la société nucléaire d'État russe, Rosatom, a ordonné l'évacuation de 198 de ses employés sur le site, où le personnel russe gère une grande partie des opérations de la centrale. La modélisation de la retombée radioactive suggère que si Bachir était frappé directement, la radiation nucléaire pourrait se propager vers le sud à travers la région, irradiant une grande partie du sud de l'Iran, ainsi que l'est d'Oman et une grande partie des Émirats arabes unis. Toute frappe de ce type contaminerait également les eaux du golfe Persique, dont la région dépend comme source vitale d'eau potable grâce aux usines de dessalement. Ni les États-Unis ni Israël n'ont promis d'épargner Bachir, site fournissant 2% de l'énergie iranienne alors que Trump menaçait toutes les infrastructures énergétiques du pays. Et sur cette note plutôt sombre, merci de nous avoir regardés.